Mon mari a fixé mon ventre arrondi par 6 mois de grossesse et a claqué une épaisse pile de papier de divorce sur la table de la salle à manger. Je prends tout, a-t-il ricané. La maison, les voitures, les comptes bancaires. Tu pars avec rien. Mon avocat m'a pratiquement supplié de contester le contrat de mariage au tribunal. Au lieu de cela, j'ai calmement pris un stylo et j'ai renoncé à chaque actif. Mon mari a fêté ça pendant 2 semaines entières, oubliant complètement un petit détail juridique. En forçant ce divorce avant la naissance de notre bébé, il venait accidentellement de transférer toute la fortune familiale directement sous mon contrôle. Je m'appelle Audrey, et à 33 ans, je pensais avoir construit une vie stable et aimante. Avant de continuer cette histoire, dites-moi d'où vous me regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà eu affaire à un narcissique qui pensait être la personne la plus intelligente de la pièce. Croyez-moi, vous allez vouloir entendre comment j'ai transformé l'arrogance de mon ex-mari en sa chute ultime. C'était un mardi soir pluvieux. J'étais assise à notre table de salle à manger en acajou personnalisé, frottant doucement mon ventre lourd. Le bébé avait donné des coups tout l'après-midi, et je ressentais cette douleur sourde et épuisante dans le bas du dos. Je venais de terminer une journée de travail éreintante de 10 heures au cabinet d'audit où je travaillais comme auditrice financière senior. J'attendais avec impatience un dîner calme et paisible. C'est alors que la porte d'entrée s'est ouverte à la volée et que Spencer est entré. À 35 ans, mon mari était le garçon d'or de son illustre famille, un directeur d'investissement puissant habitué à ce que le monde se prosterne à ses pieds. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas demandé comment s'était passée ma journée, ni comment allait son enfant à naître. Il s'est dirigé droit vers la salle à manger, ses chaussures italiennes en cuir coûteux résonnant sèchement contre le sol en marbre importé. Il a jeté sa mallette en cuir sur une chaise, a fouillé dans la poche de sa veste de costume sur mesure et en a sorti un document épais, relié juridiquement. D'un coup de poignet violent, il l'a abattu sur le bois poli, juste devant mon assiette. Le choc lourd a fait trembler les verres en cristal. J'ai baissé les yeux. En haut de la page, les mots « demande de dissolution de mariage » étaient imprimés en lettres noires grasses. J'ai levé les yeux vers lui, mon esprit peinant à traiter l'information. Spencer se tenait là, ajustant nonchalamment sa cravate en soie avec un air de profond ennui sur son beau visage. Il s'est approché du bar, s'est versé un généreux verre de vin rouge hors de prix, en a pris une lente gorgée et m'a regardé comme si j'étais un nuisible qui avait abusé de son hospitalité dans sa demeure impeccable. Le contrat de mariage est blindé, Audrey, a-t-il déclaré, sa voix totalement dépourvue de chaleur ou d'hésitation. Ne pense même pas à faire traîner ça devant le tribunal de la famille. Selon l'accord que tu as signé il y a 5 ans. Cet immense domaine appartient légalement à la fiducie familiale de mon grand-père. Tu n'as aucun droit dessus. La Porsche que tu conduis est un leasing d'entreprise sous ma firme d'investissement. J'ai déjà fait révoquer les clés. Les comptes joints m'appartiennent. Tu quittes ce mariage avec exactement ce que tu y as apporté. Absolument rien. Je suis resté figé, ma main toujours posée de manière protectrice sur mon ventre. Spencer, ai-je chuchoté, essayant de garder ma respiration stable. Je suis enceinte de 6 mois de ton enfant. De quoi parles-tu? Il a laissé échapper un court rire incroyablement condescendant qui a résonné dans la pièce massive. Oh. S'il te plaît. Tu t'en sortiras. Tu n'es qu'une conteuse de chiffres qui a eu la chance de se marier dans ma famille pendant une demi-décennie. Tu as eu un beau parcours. Va compter tes chiffres et essaie de budgétiser un appartement bon marché dans un quartier miteux. Ma mère m'avait prévenu. Tu n'es qu'une croqueuse de diamants de la classe moyenne de toute façon. J'aurais dû l'écouter dès le début. Il s'est penché en avant, posant ses mains parfaitement manucurées sur la table, envahissant mon espace personnel. La suffisance qui émanait de sa posture était absolument étouffante. Il pensait vraiment me remettre à ma place. Il pensait que son immense richesse et son nom prestigieux le rendaient intouchable. Mais il avait oublié à qui il avait affaire. En tant qu'auditrice financière senior, je passais mes journées à disséquer des fraudes d'entreprises complexes et à exposer des mensonges à plusieurs millions de dollars. Je savais lire les gens et je savais reconnaître la panique déguisée en pouvoir. Spencer précipitait le processus. La façon dont ses yeux fuyaient sans cesse, évitant de regarder mon ventre, me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Il voulait m'effacer légalement de sa vie avant que la réalité et la charge financière de la paternité ne l'emprisonnent.
J'ai pris une profonde inspiration tremblante, surmontant le choc initial et la brûlure vive de la trahison. Mon cerveau analytique s'est immédiatement mis en marche. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste regardé l'homme que je pensais aimer, observant sa vraie et laide nature se révéler au grand jour. Spencer s'est reculé, visiblement agacé par mon absence totale d'hystérie. Il avait clairement espéré une scène dramatique. Il voulait que je le supplie à genoux pour se sentir comme un roi puissant chassant un paysan de son château. Quand je ne lui ai offert qu'un silence froid et inébranlable, sa mâchoire s'est crispée et il a consulté impatiemment sa Rolex en or massif. « Bon. J'ai une réservation importante pour dîner », a-t-il annoncé avec désinvolture, absolument pas perturbé par la vie qu'il venait de détruire. « Fais tes valises ce soir. Je veux que la chambre principale soit complètement vidée d'ici ce week-end. Naomi installe ses affaires lundi, et elle ne supporte pas l'odeur de ton parfum bon marché. Naomi. Le nom est resté suspendu dans l'air comme une odeur fétide. J'ai ouvert la bouche pour demander qui était Naomi, mais avant qu'une seule syllabe ne puisse franchir mes lèvres, la lourde porte d'entrée en chêne s'est ouverte toute grande. L'air froid de la nuit s'est engouffré dans le hall, apportant avec lui l'odeur entêtante d'un parfum floral. Béatrice, ma belle-mère, a pénétré dans la maison. Elle portait un tailleur impeccable, ses cheveux argentés parfaitement coiffés en un carré sévère. Derrière elle marchaient 3 hommes massifs portant des uniformes de travail gris assortis. C'étaient des déménageurs professionnels. Spencer n'a même pas semblé surpris par cette intrusion soudaine. Il a simplement boutonné sa veste, a embrassé sa mère sur la joue et a franchi la porte d'entrée sans un regard en arrière. Il me laissait seul avec la femme qui s'était donnée pour mission de briser mon esprit depuis le premier jour de notre rencontre. Béatrice n'a pas perdu une seconde. Elle a tourné ses yeux bleus glaciers vers les déménageurs et a pointé un doigt parfaitement manucuré directement vers le grand escalier courbe. « Allez dans la suite parentale », a-t-elle ordonné avec l'autorité d'un général ordonnant une frappe aérienne. Tout ce qui a l'air de sortir d'un grand magasin de déstockage, jetez-le là-dedans. Elle a fouillé dans son sac à main de créateur et en a sorti un rouleau épais de sacs poubelles noirs ultra résistants, les jetant agressivement sur le sol en marbre. Je me suis levé, ma chaise grinçant bruyamment sur le parquet. « Béatrice, qu'est-ce que vous faites » ai-je exigé, ma voix ferme malgré le chaos qui éclatait dans ma maison. « Vous ne pouvez pas entrer ici comme ça et commencer à jeter mes affaires personnelles. » Elle s'est lentement tournée vers moi, un sourire cruel sur les lèvres. « Votre maison » a-t-elle ri, d'un son sec et totalement dénué de joie. « C'est un domaine patrimonial, Audrey. Il appartient exclusivement à la fiducie familiale. Vous n'étiez qu'une invitée temporaire qui a largement dépassé son temps de séjour. » J'ai regardé avec horreur les déménageurs monter lourdement l'escalier, leurs grosses bottes de travail martelant le tapis importé. Je savais exactement ce qu'ils allaient emballer en premier. Mes lourds manuels de comptabilité de l'université publique, les photos encadrées de mon défunt père ouvrier, la courte pointe faite à la main que ma grand-mère avait passé des mois à coudre pour moi. Toutes ces choses sentimentales inestimables que Béatrice considérait comme des déchets simplement parce qu'elle n'avait pas d'étiquette de luxe. J'entendais le bruit de mes objets personnels fourrés négligemment dans des sacs en plastique au 2e étage. J'ai fait un pas en avant pour les empêcher physiquement de détruire mes souvenirs, mais Béatrice a soudainement réduit la distance entre nous. Elle est entrée dans mon espace personnel, ses yeux tombant sur ma poitrine. Avant que je ne puisse lever la main pour la bloquer, elle a tendu le bras et a agrippé le pendentif en diamant posé sur ma clavicule. C'était un collier que Spencer m'avait offert le jour de notre mariage. Elle l'a arraché vers le bas avec une force vicieuse. La chaîne en métal froid a entaillé mon cou avant que le délicat fermoir en or ne cède sous la pression. J'ai eu le souffle coupé, reculant d'un demi-pas pour protéger mon ventre de ces mouvements imprévisibles. Béatrice a brandi le diamant scintillant sous la lumière du lustre, l'inspectant soigneusement comme un bijoutier qui vient de confisquer une marchandise volée. J'avais dit à Spencer de ne pas épouser une calculatrice de classe moyenne, a-t-elle ricané, laissant tomber le collier hors de prix nonchalamment dans la poche de son manteau en soie. Ceci reste dans la lignée. Tu peux garder tes vêtements de maternité bon marché achetés en solde, mais tout véritable actif financier reste exactement là où il doit être. Nous en avons fini de financer ton petit fantasme de Cendrillon. Elle m'a fixé droit dans les yeux, attendant avec impatience que les larmes coulent. Elle voulait désespérément que je m'effondre, que je sanglote de façon incontrôlable, que je tombe à genoux et demande grâce. Pendant 5 longues années,
j'avais poliment enduré ces insultes passives-agressives incessantes lors de dîners exclusifs au country club et de fêtes de fin d'année somptueuses. J'avais avalé ma fierté et mordu ma langue 1000 fois juste pour maintenir la paix pour l'amour de son fils. Mais en la regardant maintenant, en train de voler littéralement le bijou à mon cou pendant que ces hommes de main saccageaient mes seuls souvenirs précieux à l'étage, le dernier vestige de ma patience s'est évaporé. Je n'ai pas pleuré. Mon rythme cardiaque s'est complètement stabilisé. L'épouse paniquée a disparu, remplacée entièrement par l'auditrice financière méticuleuse qui détruisait des cadres corrompus pour gagner sa vie. J'ai fouillé dans la poche de mon gilet et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ignoré Béatrice totalement, verrouillant mon visage dans une expression de pure et froide indifférence. J'ai déverrouillé mon écran et ouvert mon application de messages sécurisés. J'ai tapé un message rapide et précis à la seule personne capable de gérer ce niveau exact de guerre juridique et d'entreprise. J'ai cliqué sur envoyer. Didre, j'ai besoin de toi au domaine immédiatement. C'est le moment. Le silence pesant dans le hall n'était rompu que par le bruit des bottes de travail à l'étage. Je restais parfaitement immobile, les yeux rivés sur Béatrice. Elle passait son pouce sur le pendentif en diamant qu'elle venait de m'arracher, me regardant avec une expression de triomphe absolu. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que j'étais paralysé par la peur et le chagrin. Elle n'avait aucune idée que j'attendais simplement la cavalerie. Moins de 15 minutes plus tard, le faisceau lumineux de phare a balayé les immenses baies vitrées du salon. Le crissement agressif de pneus s'arrêtant violemment dans l'allée circulaire a résonné dans le quartier chic et silencieux. Des pas lourds ont martelé les marches en briques et la porte d'entrée a été poussée avec une telle force qu'elle a claqué contre le mur intérieur. Ma sœur Pénélope s'est précipitée à l'intérieur la première, ses yeux écarquillés et frénétiques balayant immédiatement la pièce avant de se fixer sur moi. Juste derrière elle se trouvait mon beau-frère, Didre. En tant qu'avocat d'affaires de haut vol, Didre imposait le respect dès qu'il entrait dans une pièce. Il portait un costume bleu marine parfaitement ajusté, sa posture était rigide et son expression impénétrable. Spencer, qui s'était apparemment attardé dehors près de sa voiture de sport pour téléphoner à sa maîtresse, est rentré précipitamment juste derrière eux. Son visage était rouge de fureur devant cette intrusion soudaine. « Qu'est-ce qui se passe ici, bordel ?» a-t-il aboyé agressivement en bousculant Pénélope. « Qui vous a permis d'entrer chez moi ?» Pénélope ne l'a même pas regardé. Elle a couru à mes côtés, ses yeux tombant sur la marque rouge sur mon cou là où Béatrice avait cassé la chaîne en or. Elle a levé les yeux vers l'escalier, voyant les déménageurs descendre des sacs poubelles noirs remplis de mes affaires. Pénélope a tourné son regard féroce vers Béatrice, sa voix tremblante de rage pure. « Espèce de monstre. Elle est enceinte de 6 mois de votre petit enfant et vous la traitez comme une criminelle. » Béatrice a levé les yeux au ciel avec délicatesse, mettant ses mains dans les poches de son manteau en soie. « Ne haussez pas le ton en ma présence, Pénélope. Cela ne vous regarde pas. Nous sommes simplement en train de sortir les poubelles. » Spencer a fait un pas en avant, essayant de se placer physiquement entre sa mère et ma famille. Il a bombé le torse et s'est dirigé agressivement vers Didre, essayant clairement d'utiliser son statut et son terrain pour l'intimider. Mais Didre était plus grand, plus large et possédait un calme froid et terrifiant qui manquait cruellement à Spencer. « Tu dois sortir d'ici immédiatement », a prévenu Spencer, pointant un doigt directement vers la poitrine de Didre. « Je sais que vous autres pensez pouvoir entrer n'importe où et faire une scène, mais tu ferais bien de te rappeler exactement dans quel genre de quartier tu te trouves. Vous n'avez pas votre place ici. Si vous ne quittez pas ma propriété à la seconde, je vais demander à la sécurité du quartier de vous rappeler votre place. » La micro-agression raciste est restée suspendue, lourde et dégoûtante, dans l'air. Spencer a souri d'un petit air méchant et supérieur, s'attendant pleinement à ce que Didre perde son sang-froid. Spencer cherchait une raison d'appeler la police et de jouer la riche victime. Mais Didre n'a pas bronché. Il n'a pas haussé la voix. Il n'a même pas cligné des yeux. Avec une précision fluide et exercée, Didre a mis la main dans la poche de sa veste. Spencer a fait un demi-pas nerveux en arrière, sa fausse bravoure s'effritant un instant. Mais Didre a simplement sorti son smartphone, a tapoté l'écran et l'a tenu à hauteur de poitrine. « Je suis en train d'enregistrer cette interaction à des fins juridiques », a déclaré Didre d'une voix de basse puissante qui a tranché la tension. Spencer, selon la loi de l'État, Audrey est une résidente légale de ce domicile conjugal. Tenter de retirer de force une femme enceinte de son domicile établi sans un avis d'expulsion ordonné par un tribunal et signé par un juge est une expulsion illégale. De plus,
Vos hommes qui emballent ces affaires constituent une destruction illégale de propriété. Didre a fait un pas délibéré en avant, réduisant l'écart entre eux. Et si tu fais un seul pas agressif de plus vers ma femme ou ma belle-sœur, je m'assurerai personnellement que tu sois menotté pour agression aggravée avant même que ta réservation au restaurant ne commence. Est-ce que je suis absolument clair? Spencer s'est figé. Le sang a quitté son visage alors qu'il fixait le voyant rouge d'enregistrement sur le téléphone de Didre. Il a regardé sa mère, implorant silencieusement du renfort. Mais Béatrice avait elle aussi reculé, les lèvres pincées en une ligne fine et furieuse. Elle savait exactement à quel point une vidéo virale d'une expulsion illégale nuirait à sa précieuse réputation au country club. Laisse-les partir, Spencer, a marmonné froidement Béatrice. Ne discute pas avec ces gens-là. Ça n'en vaut pas la peine juridiquement. Spencer a dégluti difficilement, ajustant ses poignets dans une tentative pathétique de regagner sa dignité. Sortez-la de ma vue, a-t-il craché en pointant la porte. Didre l'a ignoré totalement. Il a tourné le dos à Spencer, posant une main douce et protectrice sur mon épaule. Allons-y, Audrey. Laisse les sacs. Nous aurons une ordonnance du tribunal pour tes affaires dès demain matin. J'ai hoché la tête doucement. J'ai pris mon sac à main sur la console, gardant la tête haute en passant devant Béatrice et Spencer. Pénélope me tenait la main alors que nous sortions dans l'air frais de la nuit pour monter à l'arrière du luxueux SUV noir de Didre. Alors que Didre démarrait le moteur, Spencer est sorti sur le grand perron. Il ne supportait pas d'avoir été humilié légalement dans son propre rôle. Au moment où nous quittions le trottoir, j'ai baissé ma vitre juste à temps pour entendre Spencer hurler dans l'obscurité, « Profite bien du foyer pour sans-abri, Audrey. Tu vas en avoir besoin. » Les lourdes portières du SUV se sont verrouillées avec un déclic solide, étouffant le son du rire arrogant de Spencer. Les sièges en cuir chauffant offraient un contraste frappant avec la froide réalité de ce qui venait de se passer. Alors que Didre parcourait les rues sinueuses et boisées de la communauté fermée, les luxueuses demeures défilaient devant ma fenêtre. À côté de moi, Pénélope était dans un état lamentable. Elle tremblait de rage pure, essuyant ses larmes d'un revers de main. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait retourner là-bas pour briser les vases antiques de Béatrice. Elle n'arrivait pas à croire qu'il jette une femme enceinte à la rue pour une maîtresse nommée Naomi. Mais moi, j'étais plongé dans un silence terrifiant. Je n'avais pas versé une seule larme. Mes mains étaient parfaitement stables, posées sur l'épaisse pile de papier de divorce que j'avais saisie sur la table avant de partir. Le choc initial s'était transformé en une clarté froide et tranchante. Dans mon métier, la panique est l'ennemi. Quand vous disséquez la ruine financière d'une entreprise corrompue, vous ne pleurez pas sur les fonds volés. Vous cherchez la trace documentaire. Vous cherchez la faille fatale dans leur conception arrogante. Et Spencer, dans sa hâte désespérée de vider la chambre principale pour son mannequin de 26 ans, venait de me donner tout son plan de jeu. Didre gardait les yeux fixés sur la route sombre, la mâchoire serrée. J'appelle Mitchell dès demain matin, a dit Didre d'une voix sourde. C'est le meilleur avocat en droit de la famille de l'État. On va traîner Spencer dans une procédure de divulgation. Il pense que ce contrat de mariage le rend invulnérable. Mais aucun juge ne maintiendra un contrat qui laisse une femme enceinte de 6 mois démunie pendant qu'il installe sa maîtresse dans le lit conjugal. On fera geler ses comptes d'ici midi. On se battra pour la maison, les voitures et chaque centime de pension alimentaire. Pénélope hochait la tête vigoureusement. Oui, on va le détruire, Audrey. On portera tout ça devant la presse s'il le faut. Béatrice tient plus à sa réputation qu'à n'importe quoi au monde. On va montrer au monde entier quel genre de monstres ils sont. Je les entendais à peine. Je traçais du doigt le jargon juridique à l'encre noire. Spencer était directeur dans une firme d'investissement, mais il n'était pas avocat. Il comptait sur sa richesse pour intimider les gens. Il supposait que je serais trop aveuglé par le chagrin pour lire les stipulations des documents qu'il avait claqués sur la table. Il misait sur mon effondrement émotionnel, mais j'étais une auditrice. Je vivais et respirais dans les petits caractères. J'avais remarqué la façon dont ces avocats avaient structuré la séparation des biens. Ils essayaient d'isoler ses avoirs personnels de la fiducie familiale plus large pour s'assurer que Naomi puisse emménager sans déclencher de clause de moralité conservatrice. Mais ce faisant, ils avaient exposé un angle mort béant. Alors que la voiture passait sous la lueur rythmique des lampadaires, je fixais les pages blanches sur mes genoux. J'ai tourné à la 2e page,
balayant les clauses juridiques spécifiques que les avocats de Spencer avaient rédigées. Il exigeait une dissolution totale des actifs. Il exigeait que je renonce à tout droit à une prestation compensatoire. Et juste là, au bas de la page 4, se trouvait le détail crucial. Il renonçait préventivement à tous ses droits parentaux pour éviter de payer une pension alimentaire, citant une technicité dans notre contrat original concernant des dépendants imprévus. Il pensait agir en homme d'affaires impitoyable, coupant les branches mortes pour protéger ses précieux comptes bancaires. Mon esprit est revenu aux semaines ennuyeuses passées dans une salle de conférence il y a 12 mois, à éplucher les documents archaïques et complexes de la succession de son défunt grand-père. Le patriarche de la famille était un homme impitoyable mais brillant qui méprisait ses propres enfants et petits-enfants pour leur style de vie paresseux et prétentieux. Il savait que Spencer était un imbécile arrogant qui gaspillerait la fortune familiale. Le grand-père avait donc construit une forteresse financière, une fiducie de sceau de génération conçue spécifiquement pour contourner ses descendants sans valeur et préserver l'empire pour la prochaine génération viable. Un lent sourire glacial a étiré mes lèvres. La stupidité époustouflante de ce qu'il venait de faire m'a submergé comme une vague d'électricité pure. J'ai tendu la main et l'ai posée doucement sur l'épaule de Didre. Il m'a regardé dans le rétroviseur, fronçant les sourcils de confusion en voyant mon immense sourire. Didre, ai-je dit, ma voix étrangement calme et triomphante. Tu te souviens de l'audit médico-légal que mon cabinet a fait sur la fiducie de sceau de génération du grand-père de Spencer l'année dernière? Didre a froncé les sourcils une seconde avant que ses yeux ne s'écarquillent soudainement dans le miroir alors que la réalisation frappait son brillant esprit juridique. Dis à Mitchell de ne pas contester le contrat de mariage. Je vais le signer. Le lendemain matin, l'atmosphère dans le bureau de Mitchell était électrique. Mitchell n'était pas seulement un avocat, c'était un requin de la finance qui avait bâti sa carrière en démantelant des hommes riches et abusifs devant les tribunaux. Il se tenait à la tête de l'immense table de conférence en verre, le visage rouge de colère. Il tenait un dossier épais. D'un geste brusque, il l'a jeté sur le verre devant moi. Regarde ces relevés bancaires, Audrey, a-t-il exigé. Regarde ce que mon équipe a déniché à 3 heures du matin. Il cache plus de 10 millions de dollars dans des sociétés écrans aux îles Caïmans. Ce contrat de mariage est une farce totale. Il a été signé sur la base de divulgations financières frauduleuses. Si on apporte ça devant un juge aujourd'hui, je le réduis en miettes et je m'assure que tu repartes avec la moitié de tout ce qu'il possède. Je gardai mon regard fixé sur la surface polie. J'ai laissé mes épaules s'affaisser, simulant une posture de défaite. Je devais jouer le rôle de l'épouse brisée à la perfection. Si Spencer sentait la moindre once de combat en moi, sa paranoïa pourrait se réveiller. Il pourrait bloquer le divorce. J'avais besoin qu'il sprinte vers la ligne d'arrivée de sa propre destruction. De l'autre côté de la table, Spencer était assis nonchalamment, totalement indifférent à la fureur de Mitchell. Il portait un costume anthracite sur mesure et consultait ses messages d'un air ennuyé. À côté de lui se tenait son avocat véreux, un homme dont le costume brillait un peu trop et dont le sourire semblait enduit de graisse. Laisse le bulldog aboyer, Audrey, a ricané Spencer sans lever les yeux de son écran. Vas-y, écoute-le. Conteste le divorce. Ça t'engagera dans des litiges pendant 5 ans. Je vais te noyer sous des motions de procédure jusqu'à ce que tu ne puisses même plus acheter de couches pour ce gamin. Tu n'as pas l'endurance pour une vraie guerre, on le sait tous les deux. Son avocat a ricané doucement. Mon client propose une rupture nette et rapide, a dit l'avocat mielleusement. Si vous signez aujourd'hui, vous évitez un procès public brutal. C'est le choix le plus logique pour une femme dans votre état délicat. Mitchell a plaqué ses mains sur la table, se penchant vers moi. Audrey, ne les écoute pas. Tu abandonnes tout. Tu renonces à la maison, à la pension. Il t'oblige à accepter la garde totale tout en exigeant que tu renonces à toute pension alimentaire future pour protéger ses revenus de fiducie. C'est de l'abus économique. Ne le laisse pas gagner. J'ai lentement tendu la main vers le document de divorce. Pour Mitchell, je ressemblais à une femme enceinte traumatisée cédant à un tyran. Mais dans mon esprit, je calculais le plus magnifique retour sur investissement de l'histoire du droit de la famille. Spencer était si aveuglé par son avidité et son désir d'installer Naomi dans la maison qu'il ignorait totalement la faille fatale de sa stratégie. Il abandonnait légalement son enfant à naître. Il coupait le seul lien biologique qu'il avait avec la fortune massive de son grand-père. J'ai besoin d'un stylo, ai-je chuchoté,
rendant ma voix petite et éraillée. Mitchell m'a regardé avec une incrédulité totale. « Audrey, je t'en prie. » J'ai répété, « J'ai besoin d'un stylo, Mitchell. J'en ai fini de me battre. Je veux juste que ce soit terminé. » Spencer a enfin levé les yeux, un large sourire arrogant sur les lèvres. Il a donné un coup de coude à son avocat, qui a immédiatement fait glisser un lourd stylo main blank vers moi. « Tu vois, Mitchell, s'est moqué Spencer. Elle comprend enfin sa place. Elle a toujours été trop faible pour jouer dans la cour des grands. » J'ai pris le stylo. J'ai pris une profonde inspiration, laissant ma main trembler un peu pour l'effet dramatique. Puis, d'un geste fluide et délibéré, j'ai signé mon nom sur la première ligne pointillée. J'ai tourné la page et renoncé à mon droit sur la maison. J'ai tourné encore et renoncé à toute prestation compensatoire. Enfin, j'ai atteint la dernière page et signé la clause déchargeant Spencer de tous ses droits parentaux et obligations financières envers l'enfant qui grandissait en moi. Avant même que je puisse poser le stylo, Spencer s'est précipité pour arracher les documents. Il a vérifié ma signature, les yeux brillants de triomphe. Il a rangé les papiers dans sa mallette et a claqué les verrous dorés. Il s'est levé, a boutonné sa veste et s'est penché jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du mien. « Tu as toujours été une perdante pathétique, Audrey » a-t-il murmuré, son haleine sentant le café froid et la pure méchanceté. J'ai gardé les yeux baissés, jouant la victime jusqu'à la dernière seconde. Mais alors qu'il sortait de la pièce en se croyant l'homme le plus intelligent du monde, j'ai simplement souri intérieurement. Je suis sorti du bureau de Mitchell plus légère que je ne l'avais été depuis 5 ans. Le poids étouffant de mon mariage était officiellement levé. Mitchell était toujours là, secouant la tête, mais je savais qu'il comprendrait plus tard. Didre m'a ramené chez lui et Pénélope, où ils avaient préparé une chambre pour moi. Je m'asseyais sur le bord du lit quand la porte s'est ouverte. Pénélope est entrée, le visage pourpre de rage, serrant sa tablette. Moins de 4 heures après la signature du divorce. « Tu dois voir ça, Audrey » a grogné Pénélope. « Je n'arrive pas à croire l'audace de cette femme. Elle s'en vante sur tout Internet. » J'ai regardé l'écran. C'était une vidéo postée par Naomi. Elle se tenait dans le grand hall de mon ancienne maison, portant un peignoir en soie que Spencer avait probablement acheté avec la carte de crédit de l'entreprise. Elle tenait une coupe de champagne, tournant sur elle-même. La légende disait, on dégage le vieux, place au luxe. Enfin débarrassé de ce cauchemar tragique de classe moyenne. Je regardais en silence le mannequin de 26 ans faire visiter la maison que j'avais mis 5 ans à transformer en foyer. Elle se moquait de ma cuisine, de mes choix d'appareils électroménagers qu'elle jugeait, ringards. Mais le vrai coup de poignard est arrivé quand elle a poussé la porte de la chambre du bébé. J'ai eu le souffle coupé. J'avais passé des week-ends entiers dans cette pièce. J'avais mis 3 semaines à peindre méticuleusement une fresque de forêt à l'aquarelle sur le mur principal. C'était un travail d'amour pur. Chaque feuille, chaque branche avait été peinte par mes mains alors que je chantais pour mon enfant. Naomi regardait ma fresque avec un dégoût exagéré. « Vous croyez vraiment que la précédente pensait que c'était acceptable, Harry Naomi? On dirait une salle de classe d'école publique bas de gamme. On va arracher toutes ces ordures et faire venir un vrai décorateur de célébrité pour me faire un immense dressing. » Et là, devant la caméra, Naomi a enfoncé ses ongles manucurés dans le papier peint et a arraché une bande massive, déchirant ma forêt peinte à la main. Elle a jeté le morceau au sol et a marché dessus en riant. Pénélope a repris la tablette, faisant les 100 pas. « Je vais la détruire, Audrey. Je vais poster toute la vérité. Je vais taguer son agence de mannequins, la firme de Spencer et le country club de Béatrice. Je vais dire au monde entier qu'ils ont jeté une femme enceinte à la rue pour un dressing. » Pénélope tapait frénétiquement, mais j'ai doucement refermé la tablette. « Non, ai-je dit doucement. Laisse-les s'amuser. Laisse-les croire qu'ils ont gagné au loto. » Je suis allé vers mon sac et j'ai sorti mon ordinateur professionnel. Je me suis connecté à mon réseau sécurisé. J'ai passé plusieurs pare-feux et je me suis connecté au portail restreint de la fiducie de sceau de génération du grand-père. Pénélope s'est approchée, confuse par les tableurs complexes. J'ai pointé un petit voyant rouge clignotant à côté du nom de Spencer et un code alphanumérique apparaissant en dessous. « Tu vois ce code, Pénélope ? Spencer, en signant ce divorce, vient de déclencher une clause de déchéance automatique de son statut de bénéficiaire.
Il ne le sait pas encore, mais les administrateurs ont déjà lancé le gel financier. 2 semaines ont passé dans une préparation calme et calculée. Pendant que je voyais Deirdre organiser l'épreuve, Spencer et Naomi jouaient au roi de la ville. Des amis envoyaient à Pénélope des captures d'écran de la fête somptueuse que Spencer organisait au domaine le samedi. Naomi appelait ça le « gala du nouveau départ », mais tout notre cercle savait que c'était une baby shower fictive destinée à effacer mon existence. Elle avait engagé un traiteur étoilé, décoré le jardin de tente en soie blanche, et posé même devant les rosiers que j'avais plantés de mes mains. Spencer se pavanait avec un cigare, tenant Naomi par la taille. Ils trinquaient à leur futur, inconscients de la guillotine financière suspendue au-dessus d'eux. Je buvais une tisane quand Deirdre est entrée avec le courrier. Il a jeté une enveloppe crème sur le comptoir. Elle portait le blason doré du country club de Béatrice. Pénélope a dit de la jeter, mais ma curiosité a été plus forte. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un mot personnalisé et un chèque de banque de 5 000 $. J'ai lu à voix haute, « Audrey, voici un petit jeton de charité pour vos factures d'hôpital. Je suggère d'utiliser le reste pour déménager dans une ville plus adaptée à votre statut socio-économique actuel. Et assurez-vous que l'enfant bâtard n'utilise pas notre nom de famille. Nous ne pouvons pas laisser notre héritage être souillé par votre génétique malheureuse. Cordialement, Béatrice. » Pénélope a claqué sa tasse de café sur le comptoir. « Je vais aller là-bas et lui faire avaler ce chèque », a-t-elle crié. L'audace de cette femme. Appeler ton enfant un bâtard alors que son fils parade avec sa maîtresse. Il cherche le scandale public. J'ai regardé le chèque. C'était une tentative pathétique et arrogante d'acheter une conscience tranquille. J'ai regardé ma sœur, imperturbable. Laisse-la écrire ces petits mots méchants, ai-je dit. Béatrice pense que son argent la rend intouchable, mais elle oublie qui a rempli ses déclarations d'impôts personnels et d'entreprise pendant 5 ans. Elle me traitait comme une assistante glorifiée. Elle me donnait des boîtes de chaussures remplies de reçus de ses galas de charité. Pensant que j'étais trop stupide pour regarder de près les factures des fournisseurs. Pénélope s'est arrêtée net. « Qu'est-ce que tu as trouvé exactement, Audrey ?» J'ai pris une gorgée de thé. J'ai découvert que le grand héritage familial qu'elle veut protéger est largement financé par de la fraude fiscale fédérale. Pendant une demi-décennie, Béatrice a falsifié des reçus de charité. Elle organisait un gala. Récoltait 200 000 $ pour un hôpital pour enfants et en détournait 60% directement vers ses comptes offshore privés. Elle le faisait en créant des sociétés écrans de traiteurs et d'événementiels dont les adresses correspondaient à ses propres boîtes postales privées. J'ai découvert ça il y a 3 ans. Elle a signé chaque document frauduleux. C'est un crime fédéral. Si le fisc l'audite, elle ne perdra pas seulement sa place au club, elle ira droit en prison fédérale. Deirdre a souri. Et laisse-moi deviner. Tu as gardé des copies de ces factures avant de faire tes valises. J'ai tapoté le disque dur crypté au fond de mon sac. Chaque pièce, ai-je confirmé. Elle pense protéger le nom de famille en reniant mon bébé, mais elle va devenir la plus grande honte criminelle de cette ville. Il fallait juste qu'elle se sente assez en sécurité pour baisser sa garde. Je me suis levé et j'ai marché vers le broyeur de documents. J'ai placé le chèque de 5 000 $ au-dessus des dents en métal. J'ai allumé la machine. J'ai regardé le pot de vin de Béatrice se faire déchiqueter. Elle a raison sur un point cependant, ai-je dit à Deirdre et Pénélope. Le bébé ne portera pas le nom de Spencer. Il prendra celui du grand-père. Le lendemain, Deirdre et moi étions dans la salle de conférence sécurisée de son cabinet. La table était couverte de documents. Nous menions 2 opérations simultanées. Deirdre épluchait le langage archaïque du document de fiducie de 1990 du grand-père de Spencer. C'était un chef-d'œuvre de paranoïa juridique. Le grand-père avait stipulé que les 150 millions de $ contourneraient les 2e et 3e générations, Béatrice et Spencer, pour revenir entièrement au premier héritier légitime de la 4e génération portant exactement le nom de famille. Mais le détail crucial que Spencer avait oublié était la clause de contingence, si un membre de la famille tentait d'abandonner financièrement une épouse enceinte ou de contester la légitimité d'un héritier à naître, son accès aux dividendes de la fiducie serait révoqué de façon permanente. Deirdre activait tous ses leviers dans le système juridique. Il avait obtenu l'accélération de l'enregistrement du nom légal de mon enfant à naître sous le nom complet du grand-père, faisant de lui l'unique bénéficiaire incontestable.
Parce que Spencer avait signé son abandon de droits parentaux, il s'était lui-même exclu de l'équation et m'avait remis les clés en tant qu'unique tutrice légale. Pendant ce temps, j'imprimais chaque facture frauduleuse et chaque faux reçu de Béatrice. J'organisais un classeur massif prouvant la fraude fiscale fédérale, avec les numéros de compte et les preuves de ses détournements. Béatrice allait avoir besoin de bien plus que 5 000 $ pour payer ses avocats pénalistes. Nous avancions en silence pendant que Spencer et Naomi s'exhibaient sur les réseaux sociaux. Le matin de l'audience finale est arrivé. J'ai porté un tailleur de maternité élégant. Spencer était là avec son avocat graisseux, l'air ennuyé. L'audience fut rapide. Comme j'avais tout signé, il n'y avait rien à débattre. La juge a vérifié la clause d'abandon des droits parentaux de Spencer. Spencer a confirmé avec arrogance qu'il comprenait parfaitement et voulait passer à autre chose. Le coup de maillet a retenti. Le divorce est prononcé, a déclaré la juge. Spencer est sorti avec un sourire victorieux, pensant avoir gagné sa liberté. Il venait de signer son arrêt de mort financier. Le soir même, chez Pénélope, mon téléphone a vibré. Spencer. Didre a lancé l'enregistrement. Allô Spencer, ai-je dit calmement. Des rires de fin de soirée et des bruits de verre résonnaient. Il était au country club avec ses amis, manifestement ivre. Alors, ma chère ex-femme, a-t-il crié pour que tout le monde entende. On débouche une bouteille de champagne à 2000 $ pour fêter ma liberté. Alors, tu as trouvé un logement social? Il paraît que les listes d'attente sont longues. De nouvelles vagues de rire ont éclaté. Je vais bien Spencer, ai-je répondu. Je relis les documents du tribunal. Ah, les documents, a-t-il ricané. Ceux où tu acceptes enfin ta place tout en bas de l'échelle. Mon avocat a dit que tu t'étais couché comme une carpette. C'était la meilleure décision de ma vie. Je me suis rapproché du micro, juste pour être clair, Spencer. Tu es conscient qu'en demandant ce divorce accéléré et ses clauses, tu as renoncé irrévocablement à tous tes droits parentaux et financiers envers cet enfant? Spencer a ri aux éclats, bien sûr que je le sais, idiote. Tu croyais que j'allais payer 18 ans de pension? Je ne donnerai pas un centime pour un gamin dont je ne veux pas. Tu es seule, ma belle. Rien pour toi, rien pour le gosse. Ne m'appelle plus jamais pour de l'argent. Il pensait protéger son empire, il venait de se tirer une balle dans le pied financièrement. J'ai bien compris Spencer, ai-je dit d'un ton glacial. Tes intentions sont claires. Profite bien de ton champagne. J'ai raccroché. Didre a hoché la tête. La clause est activée, ai-je dit. Couple contact. Didre a envoyé les codes d'autorisation aux administrateurs de la fiducie. Le piège était refermé. Le premier domino est tombé 24 heures plus tard. Naomi avait décidé de fêter son nouveau statut de reine de la maison en allant chez Cartier. Elle a demandé un salon privé et du champagne, se comportant comme la milliardaire qu'elle pensait être devenue. Elle a choisi un bracelet en diamant à 200 000 $, un cadeau pour elle-même. Elle a tendu la carte noire en métal que Spencer lui avait donnée. La vendeuse a passé la carte. Un bip désagréable. Je suis désolé, madame, il y a un problème d'autorisation. Naomi a soupiré, dépêchez-vous, mon chauffeur attend. Deuxième essai. Transaction refusée. Naomi a explosé, vous savez qui est mon fiancé? C'est un compte illimité. La vendeuse est restée de marbre, je ne peux rien faire, le compte est gelé. Naomi est sortie furieuse et a appelé Spencer en hurlant sur le trottoir. Spencer, au bureau, a décroché, calme-toi Naomi, c'est sûrement une erreur du système. Je règle ça. Il a appelé son gestionnaire de fortune à la banque privée. Mon système indique que ma carte a été refusée chez Cartier. Levez ce blocage immédiatement ou je retire tous mes actifs. Un long silence a suivi. Le banquier a répondu d'un ton froid, monsieur, ce n'est pas un bug. La transaction a été refusée parce que le détenteur principal du compte a révoqué tous vos accès. Pendant ce temps, Béatrice tenait salon au country club pour le déjeuner annuel de charité. Elle se vantait devant les autres femmes de m'avoir expulsé. Le directeur du club s'est approché avec l'addition, 15 000 $. Béatrice lui a lancé sa carte sans même le regarder. 5 minutes plus tard, il est revenu, blême. Madame, votre carte est refusée. J'ai appelé la banque.
Votre fiducie familiale est gelée en raison d'un audit fédéral massif lié au fisc. La salle est devenue silencieuse. Dans ce milieu, être suspect de crime financier est une peste sociale. En 30 secondes, toutes ses amies se sont levées et se sont éloignées d'elle. Béatrice s'est retrouvée seule à table. C'est à ce moment que son téléphone a vibré, un email des administrateurs confirmant la fin de son statut de bénéficiaire. Spencer a rejoint Naomi en bas de son bureau, lui promettant de tout arranger. Il a voulu remonter dans sa firme, mais son badge a clignoté en rouge, accès refusé. Le chef de la sécurité, Jackson, l'a intercepté. « Monsieur, votre badge est désactivé. Nous devons vous escorter au dernier étage. » Spencer a ricané, « C'est ma famille qui possède 60% de cette boîte. » Jackson n'a pas bronché. Dans la salle du conseil, Spencer n'a trouvé que le président du conseil et l'avocat de la firme. Sur la table, une boîte en carton avec ses affaires personnelles. « Votre contrat est rompu, » a dit le président. « Vous n'êtes plus directeur. » Spencer a hurlé, « Ma fiducie est l'actionnaire majoritaire. » L'avocat a répondu, « Plus maintenant. La fiducie a été restructurée ce matin. Votre statut a été révoqué. » Il a fait glisser un document vers Spencer. Spencer a regardé le nom du nouveau mandataire majoritaire. C'était Audrey. Spencer a couru vers le bureau de leur avocat de famille, Harrison. Béatrice y était déjà, dévastée. Harrison dépose des injonctions. Audrey a piraté la fiducie, hurlait Spencer. Harrison les a regardés avec pitié. Il n'y aura pas d'injonction. Rien n'a été piraté. Vous n'étiez que des bénéficiaires temporaires. L'argent appartenait à votre grand-père, et il a stipulé que si vous abandonniez une épouse enceinte avant la naissance de l'héritier, vous perdiez tout. Spencer a bafouillé, « Mais je suis le père biologique. » Harrison a montré le divorce, « Tu as signé ton abandon irrévocable de droits parentaux pour ne pas payer de pension. Tu as littéralement signé le document qui te déshérite. La tutrice légale de l'héritier, c'est Audrey. Elle possède tout. Vous ne possédez rien. » Harrison a ajouté, « Ma firme représente la fiducie. Comme vous n'en faites plus partie, je ne vous représente plus. » C'est alors qu'un agent du FBI est entré. « Béatrice, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, évasion fiscale et blanchiment d'argent. » Je regardais tout cela sur mes écrans de sécurité au domaine. Spencer et Béatrice sont arrivés aux grilles dans un état lamentable, après avoir fui le bureau de l'avocat. Ils pensaient pouvoir entrer et détruire les documents originaux. Mais leur code ne marchait plus. J'avais tout réinitialisé. Dans un geste désespéré, Spencer a escaladé la grille, déchirant son costume à $3000. Béatrice l'a suivi, griffant ses mains et déchirant sa soie. Ils ont couru vers la maison. Quand ils ont enfoncé les portes du hall, ils se sont figés. La salle à manger était devenue une salle de commandement. J'étais assise à la tête de la table, entourée de Deirdre, Mitchell et de 4 agents de sécurité privés. Spencer a hurlé, « Sors de chez moi. » Deirdre a ri, « Il ne travaille plus pour toi, Spencer. Il travaille pour la fiducie, donc pour Audrey. » Spencer s'est effondré au sol, en pleurs. « Audrey, s'il te plaît. C'est Naomi qui m'a manipulé. Je t'aime, je vais déchirer les papiers. Pense au bébé. Je n'ai ressenti aucune pitié. Tu as signé, Spencer. Nous ne sommes plus une famille. » J'ai fait un signe. Les gardes l'ont soulevé pendant qu'il se débattait comme un enfant. Au moment où il le traînait vers la sortie, Naomi est apparue en haut de l'escalier avec un sac de voyage. Elle ne l'a même pas regardé. « Je m'en vais, Spencer. Ton compte est vide, tu n'as plus de job, et le fisc te poursuit. Je ne sors pas avec des perdants. » Elle est partie par l'escalier de service. Les gardes ont jeté Spencer sur le perron et les verrous en titane se sont refermés. Le silence était enfin magnifique. 2 mois plus tard, Béatrice était en prison fédérale, en combinaison orange, abandonnée par toutes ses amies. Spencer, ruiné par le fisc qui avait saisi ses 10 millions offshore, travaillait désormais derrière un comptoir de location de voitures à l'aéroport, portant un polo en polyester bon marché et vivant dans un motel miteux. Il a essayé de m'appeler avec un téléphone jetable, mais il n'est tombé que sur un message automatique le prévenant que sa position était tracée par la police pour violation de l'ordonnance d'éloignement.
Mon fils est né un dimanche ensoleillé. J'étais entouré de Pénélope et d'Hydre dans une suite de luxe. Quand est venu le moment de remplir l'acte de naissance, j'ai laissé la ligne du père vide. Spencer n'existait plus. J'ai donné à mon fils le nom complet du grand-père, déclenchant l'accès total aux 150 millions de dollars. 6 mois plus tard, j'ai transformé la firme. J'ai lancé l'initiative Phoenix, un programme de subvention pour aider les femmes victimes d'abus financiers à retrouver leur indépendance. J'ai utilisé la fortune de Spencer pour construire une forteresse pour celles qui en ont besoin. Lors de ma première conférence de presse, une journaliste m'a demandé « Avez-vous un message pour votre ex-mari ?» J'ai souri, sereine, je ne pense pas du tout à lui. Aujourd'hui, ma maison est pleine de lumière. Mon fils ne connaîtra jamais l'homme toxique qui lui a donné son ADN. Il connaîtra une mère qui a refusé d'être une victime. À toutes les femmes qui m'écoutent, ne vous battez pas pour une place à une table où on ne vous respecte pas, achetez l'immeuble, jetez la table et construisez votre propre empire. Le plus beau des chemins, c'est parfois simplement de laisser les ordures s'évacuer d'elles-mêmes. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas, la meilleure vengeance n'est pas la destruction, c'est une vie paisible, riche et épanouie.